Bienvenue dans les Voies des solutions. Parce que j'ai la chance de croiser des personnalités engagées pour un monde plus inclusif, j'ai souhaité partager ces rencontres avec vous dans cette série de podcasts. Bonjour Bertrand Badré. Bonjour Véronique. Je suis très heureuse d'échanger avec toi ce matin sur un problème ou une question qui m'est chère, c'est la lutte contre la pauvreté. Et l'objectif zéro pauvreté en 2030 partout dans le monde, c'est le premier objectif des Nations Unies avec les objectifs de développement durable. Et j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'on peut encore y croire à cet objectif de zéro pauvreté et est-ce que la finance peut aider à atteindre cet objectif? Et peut-être avant de rentrer tout de suite dans cette discussion, si j'ai souhaité discuter avec toi de ça ce matin, c'est parce que tu es un acteur engagé depuis très longtemps sur ces sujets-là. Tu es fondateur du fonds Blue Like an Orange Capital, qui est dédié justement à l'investissement dans les marchés émergents. Auparavant, tu as été directeur général de la Banque mondiale. Et puis auparavant encore, et j'insiste là-dessus, parce que c'est une histoire commune, tu as été directeur financier du groupe Crédit Agricole au moment même où le Crédit Agricole a décidé de constituer la fondation Grameen Crédit Agricole avec le professeur Yunus, au moment où la microfinance émergeait. Et à cette époque, l'horizon semblait dégagé, on semblait voir enfin le bout du tunnel de la pauvreté. Et aujourd'hui, avec l'empilement des crises que l'on connaît, on a l'impression au contraire qu'on recule. Alors est-ce qu'on peut encore y croire à cet objectif de zéro pauvreté, Bertrand, et quel peut être le rôle de la finance? Alors il y a une nuance importante entre est-ce qu'on peut y croire et est-ce qu'on doit y croire. Je pense qu'on doit y croire. Je veux dire, on est tous embarqués sur cette planète, comme je dis souvent, sur le même bateau, pas forcément sur le même pont ou dans la même classe, mais on s'en sortira ensemble. Et je pense que c'est à la fois un objectif qui est moralement et humainement absolument désirable, mais qui en plus économiquement fait du sens. La pauvreté, c'est un fardeau, évidemment, pour ceux qui souffrent dans leur chair, mais c'est un fardeau pour l'humanité dans sa totalité, pour le coût que ça pèse. Et on en voit d'ailleurs, y compris en Europe aujourd'hui, avec ce qui se passe aux frontières sud, à Lampedusa récemment, un des aspects les plus marquants. Donc ce n'est pas quelque chose qui est ailleurs, qu'on peut ignorer, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc on est tous embarqués sur cette planète, et je pense que c'est notre intérêt et notre devoir d'y croire. Alors est-ce qu'on va y arriver? Et la réponse est probablement non, on ne va pas se raconter d'histoire. On a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre la pauvreté depuis une cinquantaine d'années, en particulier tiré par le développement de la Chine. Il faut reconnaître qu'il y a un aspect statistique qui fait que la Chine a tiré des centaines de millions de gens qui vivaient à la campagne, de paysans, hors de la pauvreté. Aujourd'hui, les noyaux durs de la pauvreté, on les identifie bien. Il en reste une partie dans le sous-continent indien et beaucoup en Afrique subsaharienne. C'est vraiment... Et puis après, il y a quelques poches comme Haïti ou d'autres pays un peu partout sur la planète. Mais fondamentalement, ce sont ces deux sujets. Et je pense qu'il ne faut pas relâcher l'effort. Au contraire, on rentre dans le dur. On était sur une trajectoire très positive et c'est vrai que quand on s'est mis d'accord en 2015 sur l'objectif d'éradication de la pauvreté, et tu l'as rappelé fort justement, c'est le premier des objectifs que je porte à la boutonnière, c'était plausible. On était sur une trajectoire qui nous amenait, on pensait que le taux de pauvreté, alors défini par les critères un peu technocratiques de la Banque mondiale, tomberait sous 3% de la population mondiale. Et c'est sûr que le Covid, puis la guerre en Ukraine, ont donné 2 coups de frein successifs à cet objectif. Donc on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut lever le pied. Et donc c'est très important. Alors après ça pose la question de la finance. Et c'est un débat qui est compliqué, qui a des consonances même géopolitiques, parce qu'il y a un peu les ressources sont par construction limitées, elles sont rares. On a une focalisation internationale aujourd'hui et singulièrement dans nos pays sur le climat. Et on dit, la priorité, c'est le climat. Et on met souvent une note de bas de page en disant, mais d'ailleurs, comme ce sont les pauvres qui souffrent le plus du changement climatique, si on lutte contre le changement climatique, en fait, c'est bien pour les pauvres. Ce qui n'est pas faux, mais qui est très insuffisant. Et les pays où les pauvres sont concentrés nous disent fort justement, mais attendez, c'est pas 2 objectifs qui sont liés. Enfin, ils sont en partie liés, mais ils sont en partie différents. On doit travailler notre développement économique et on doit travailler sur le climat. Mais vous, occidentaux, qui avez un sujet climatique plus préoccupant que le nôtre, ne nous imposez pas le sujet climatique au détriment de la lutte contre la pauvreté. Et donc on voit bien qu'on a cette tension qui se traduit dans les flux publics, où l'aide publique au développement est sous pression aujourd'hui, et dans les flux privés. Et c'est là que je viens au rôle de la finance. Une des difficultés à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que les flux financiers vers les pays émergents en développement sont faibles et sont en diminution.
Et la réalité, c'est qu'on ne résoudra pas cette question du développement et de l'éradication de la pauvreté, et derrière de l'accès à la santé et à l'éducation en particulier, sans financement. Donc comment est-ce qu'on est capable de renverser cette perspective, de se dire que collectivement, investir dans le Sud, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire d'abord prendre conscience que c'est une bonne chose, et puis à un certain moment, se poser la question de savoir si on valorise tout ça. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que investir dans la lutte contre la pauvreté, investir dans l'éducation et la santé dans le Sud, ça n'a pas de valeur. Et donc on est confronté un peu à une aporie de notre modèle, qui est ce sur quoi moi je me suis engagé depuis un certain nombre d'années, qui est un combat qui est difficile. Donc on peut quand même faire des choses aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire avec Blue Like Orange Sustainable Capital, mais c'est vrai que si on travaillait sur le système, si on travaillait notamment sur ce qu'on appelle la prise en compte des externalités, on pourrait avancer plus facilement. Donc il y a des débuts, c'est toutes les réflexions sur l'extra-financier, les réflexions sur la prise en compte de l'impact. Donc ça germine, mais ça va lentement. Donc voilà, donc il n'y aura pas de réponse sans transformation de nos modèles de financement, public comme privé. Ne nous faisons pas d'illusions, on n'y arrivera pas en 2030, mais ça ne veut pas dire qu'il faut lever le pied, il faut poursuivre. Et ça veut dire qu'il faut qu'on résorbe deux déficits, un déficit d'imagination et un déficit de générosité. Parce que sans imagination et sans générosité, si on fait, comme disaient les anglo-saxons, more of the same, on trouvera more of the same. Les mêmes effets. Et donc on est vraiment à ce moment où il faut qu'on apprenne à renverser nos perspectives. Il ne faut pas être naïf. Et encore une fois, j'ai dit, la Lampedusa, ce n'est pas dans 50 ans, c'est dès aujourd'hui. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que tu dis de temps en temps, c'est « La finance est un piètre maître, mais peut être un immense serviteur ». Et je crois que tu l'illustres assez bien dans tes propos. Si on parle maintenant de la microfinance, elle a été portée au nu il y a quelques années comme étant la solution à tout, et on voit depuis quelques temps qu'elle est remise en cause comme n'étant pas la solution à tout, et parfois presque un écueil dans la lutte contre la pauvreté, avec cette incapacité à passer le cap finalement pour des centaines de millions de personnes. Nous, à la Fondation Grameen Crédit Agricole, on pense qu'elle ne peut pas tout, évidemment. C'est une sorte de finance de proximité qu'on aime bien au Crédit Agricole, et c'est un des leviers d'émancipation des femmes. Pour autant, elle doit remonter beaucoup de défis aujourd'hui, et j'aimerais bien te demander ton avis là-dessus. Quels sont les principaux défis que la microfinance doit relever, et quels conseils tu pourrais nous donner à l'aube de nos 15 prochaines années pour qu'on soit encore plus utile? Alors ça me rappelle, tu l'as évoqué en introduction, c'est vrai que j'étais là quand on a fait le chèque à Mohamed Yunus à l'hiver 2007, et je me souviens très bien de ce que je lui ai dit ce jour-là. Je lui ai dit 50 millions d'euros, c'est beaucoup pour le directeur financier que je suis alors qu'on entre dans la crise, mais c'est probablement assez peu pour le pardon de nos péchés dans le subprime. Et donc ça résonne encore aujourd'hui. Et je pense, et je me souviens, je disais à l'époque en forçant un peu le trait, d'une certaine manière, la microfinance, c'est un peu le Crédit Agricole dans le Jura au 19e siècle. C'est-à-dire que des gens qui se mettent ensemble pour acheter une vache et qui, depuis, créent le Crédit Agricole, une des premières banques du monde. Et donc, je pense que le défi de la microfinance, il est un peu celui-là. Comment on passe d'une microfinance finalement assez confortable, où je finance avec Blue Like Orange de la microfinance, mais je finance aussi des fintechs. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de passer d'un produit microfinance qui est une fin en soi, à un produit microfinance qui est un premier pas dans l'accès au crédit, à l'épargne et finalement à l'accès aux services financiers. Le Crédit Agricole est vraiment l'exemple parfait de ce qui s'est passé en Europe, mais il y a des équivalents un peu partout, de bancarisation par les agences. On crée des agences et puis en fait, avec les 30 glorieuses, ça marchait tout seul, les dépôts, les crédits, etc. Mais c'est très important. Quand j'étais à la Banque mondiale, je disais souvent, quand on pense développement, on pense d'abord infrastructure physique. Donc on s'est dit, développement, d'ailleurs vous posez la question dans la rue, et les gens disent, c'est faire des routes, c'est faire des ponts, c'est faire des ports, etc., des tours de télécom. C'est vrai, il faut des infrastructures physiques. Je pense qu'il faut aussi des infrastructures sociales, tout ce qu'on en parlait tout à l'heure, éducation et santé. C'est absolument essentiel. Si on ne passe pas les premières marches d'éducation et de la santé, on peut oublier toute forme de développement économique. Ça, c'est très important. Mais il faut des infrastructures financières. Et ces infrastructures financières, en général, c'est un peu le parent pauvre du développement, parce qu'on dit, ça viendra tout seul, ça se fera. Et il faut que les gens puissent rentrer dans un circuit financier. C'est-à-dire que l'argent, même s'ils en ont peu, ne finisse pas sous le matelas, que l'argent tourne. Et c'est vrai que la microfinance, elle a cette fonction, elle permet, notamment avec des femmes, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est l'apprentissage de la finance, c'est l'apprentissage, je dirais, de l'économie financière,
qui nous permet de commencer à sortir de l'économie la plus informelle. Mais pour moi, le défi auquel on est tous confrontés, c'est le passage à l'accès à la finance plus généralement. Et d'une certaine manière, le Covid a été, a accéléré cette prise de conscience. Nous, Européens, ou nous, Occidentaux, on était tranquillement chez nous avec notre carte de crédit et Internet à acheter en ligne tout ce dont on avait besoin, en disant c'est quand même très compliqué le confinement, mais je me débrouille. Projetez-vous chez des gens qui étaient dans des favelas, des bidonvilles et autres, qui n'avaient ni Internet, ni compte en banque, et qui se sont dit, mais ça ne marche pas. Et donc, c'est là qu'on passe à un système où il faut qu'on aille dans un système où ces gens ont accès à des services financiers qui leur permettent de payer, d'épargner et d'emprunter. Et ça, c'est pour moi le défi considérable qui s'offre à ces marchés émergents. Mais là où le Crédit Agricole crée des agences, et je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, quand j'étais là, il y en avait 12 000, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais il y en a encore beaucoup. Maintenant, on se pose la question d'ailleurs de savoir s'il n'y en a pas trop. Aujourd'hui, ce n'est pas par des agences. C'est par tout ce qu'on appelle les fintech. Donc, ce n'est pas les fintech au sens des fintech un peu créatifs qu'on peut avoir en Europe. C'est vraiment des fintech de services financiers où sur votre téléphone, pas nécessairement smartphone d'ailleurs, vous pouvez avoir accès à des services de paiement, d'épargne et d'emprunt sur des petites sommes. Mais pour moi, c'est l'étape d'après de la microfinance. C'est-à-dire qu'il faut organiser ce continuum d'une certaine manière que le Crédit Agricole a admirablement fait entre sa création dans le Jura jusqu'à aujourd'hui. Il faut l'organiser dans tous les pays. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, on a un débat chez Bullock & Wage, on finance de la microfinance et on finance des fintech. Et d'une certaine manière, pour moi, ça marche ensemble. C'est l'accès au crédit pour les particuliers comme pour les toutes petites entreprises. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de traiter ça de manière extraordinaire. Enfin, la microfinance traditionnelle, vous la connaissez comme moi, c'est le carnet où toutes les semaines, on regarde, etc. Et ça ne va pas disparaître tout de suite. C'est comme ça, d'abord parce que tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde n'a pas de téléphone. Mais d'une certaine manière, on le sait, en Afrique, il y a plus de téléphones que d'habitants. C'est ce qu'on appelle le leapfrog. On passe plus vite, on ne passe pas par le fil de cuivre. Comment est-ce qu'on utilise cette infrastructure, de fait déjà installée, pour passer à la bancarisation ? Et donc pour rentrer dans une économie d'une nouvelle nature qui a plein d'effets positifs. Ça permet des entreprises de croître, de trouver du crédit. Ça permet de rentrer plus facilement dans l'économie formelle. Je veux dire, incidemment, vu des pouvoirs publics, ça permet plus de fiscalité, etc. Et donc, on transforme le fonctionnement de ces économies. Donc, pour moi, la microfinance, d'une certaine manière, il faut qu'elle sorte, c'est pas péjoratif ce que je dis, de sa bulle, qui est bien connue, qui fonctionne bien. Il y a des critiques, et je l'ai vu à la Banque mondiale. J'ai fait notamment sur le sujet un colloque avec Esther Duflo, donc on voit bien qu'il y a des tensions. Et c'est des vraies questions, hein. On ne peut pas les écarter d'un revers de main. Mais je pense que le futur est dans cette articulation avec le reste du système financier. Évidemment, on ne va pas arrimer directement les boîtes de microfinance avec les très grandes banques des pays émergents ou François avec les banques des pays occidentaux, mais on va créer une continuité qui fait que, j'espère, dans 20-30 ans, tous les habitants de la planète auront un compte en banque ou un compte financier, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, certains avec quelques dollars et certains avec beaucoup, mais que tout le monde ait accès à cette économie monétaire. Pour moi, c'est un enjeu qui est souvent mal compris, souvent sous-évalué, mais qui est absolument essentiel pour le développement, et notamment pour le développement économique. Bon. Toutes ces femmes dont on parlait, elles ont une activité économique. Exactement. Comment est-ce qu'on les fait passer de la TPE à la PME, à l'ETI et au grand groupe ? Merci Bertrand, ça va être notre objectif de développement à nous. Merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute. Retrouvez Les Voix des Solutions sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.